Je veux d'abord, pour une troisième journée consécutive, lancer un appel au calme, condamner les manifestations de violence de toute forme, de sympathisants de tous les partis, incluant les conservateurs. Je considère que ce n'est pas la bonne approche dans le contexte actuel de tenter de trouver un bouc émissaire avec des bulletins de vote dans les urnes le 3 octobre. C'est comme ça qu'on canalise le mécontentement et l'insatisfaction. Alors, c'était Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. C'était un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment ce qui a marqué cette première semaine de campagne, les menaces qui ciblent les élus au Québec. Mais les propos haineux et les menaces, ça vise aussi les journalistes, ça vise aussi les scientifiques, ça vise les universitaires. On observe que le ton a monté vraiment au fil des ans sur les réseaux sociaux, particulièrement frappant d'ailleurs pendant les années de pandémie. Mais est-ce que c'est la pandémie qui explique ça ou est-ce que c'est devenu un faux prétexte, cette pandémie, qui cache une tendance qui était déjà là? On vous propose aujourd'hui une table ronde, 3 regards sur ce phénomène. Je vous présente mes invités. Michaël Nguyen, qui est le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous, Michaël. Maryse Potvin, qui est politologue, qui est sociologue, qui est professeure titulaire en sociologie à l'UQAM. Ses travaux, entre autres, ont porté sur les médias, sur les discours sociaux, sur la construction identitaire. Bonjour, Madame Potvin. Bonjour. Et puis, docteur Marie-Ève Coton, que vous connaissez bien, elle est souvent chroniqueuse sur nos ondes et invitée pour parler de différents sujets. Elle est médecin psychiatre. Bonsoir, docteur Coton. Bonsoir. Alors, on est à quelques jours, vous savez, de la date anniversaire de l'attentat du Métropolis. C'était le 4 septembre 2012. Ça ciblait la chef du PQ, Pauline Marois, qui, en entrevue, a dit que oui, il régnait à l'époque déjà des menaces, mais que c'est pire maintenant. Moi, j'aimerais avoir votre constat, l'état des lieux. Est-ce que vous trouvez que c'est pire maintenant? Michaël, je vais commencer avec vous. Pour les journalistes, oui, la situation est pire. Les menaces, elles existaient depuis l'avènement d'Internet, depuis l'époque des forums, depuis le début des réseaux sociaux, mais on a pu voir une hausse marquée, surtout les menaces, le harcèlement qui vise les journalistes. Un sondage qui a été réalisé l'automne dernier montre que 64% des journalistes ont fait l'objet de menaces de harcèlement en ligne et bien souvent, les attaques se répercutent dans la vraie vie et il y a même des attaques physiques contre les journalistes. Donc la FPJQ a dénoncé ça depuis 2 ans et le message qu'on envoie, c'est de porter plainte parce qu'il est temps de faire quelque chose. Le climat est rendu à un niveau tel que ce n'est quasiment plus vivable. Est-ce que vous liez ça à la pandémie? On a pu voir une la pandémie, oui, en fait, elle a quand même accentué. C'est comme si les gens étaient coincés chez eux avec le confinement, avec les mesures sanitaires. Il y a comme eu une désinhibition. Les gens se sont mis derrière leur écran et ce qu'on ne voyait pas avant, c'est avant on parlait des pseudonymes, des gens cachés dans le sous-sol et maintenant les gens ne se cachent même plus. Ils sont même fiers de montrer qu'ils harcèlent le monde et c'est ça que je trouve qui est très dangereux. Mais oui, parfois ils se mettent même, ils se filment et ils mettent ça en ligne, par exemple. Alors, comme si c'était un moment de gloire, là, et ils deviennent un héros finalement auprès de leur groupe. Maryse Potvin, qu'est-ce que vous constatez? Parce que c'est une question qui vous a beaucoup intéressé autour de vos recherches. Avez-vous l'impression que c'est pire maintenant? Bien, écoutez, je pense qu'on peut retracer plusieurs moments. On est dans une période où, depuis une quinzaine d'années, c'est l'opinion qui compte davantage. Donc, on a vu la présence accentuée, croissante, si on veut, du discours d'opinion dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux. Il y a eu toute la mise en ligne, les blogs, vous vous souvenez, là, à l'époque même de Bouchard-Taylor, ça commençait, là, les blogs qui devenaient de plus en plus populaires et qui laissent aussi un espace, qui laissait un espace pour que les gens réagissent. Donc, cet espace-là s'est agrandi dans les médias sociaux. Donc, les communautés virtuelles, les amis Facebook, etc., c'est des communautés finalement, où les gens se sentent tout à fait à l'aise d'avoir toutes sortes de discours haineux, s'attaquant à l'un et à l'autre. Et c'est devenu presque considéré comme l'équivalent du discours, comme si les opinions des gens étaient équivalentes au discours des experts, au discours des politiciens, au discours des... bon, etc. Et ça crée un effet de... comment je peux dire, un effet un peu déstabilisant là, pour quand les chercheurs ou quand les journalistes interviennent, commentent l'actualité, puis reçoivent juste après l'émission des menaces de mort ou etc., c'est quand même troublant. Ouais. Vous l'avez vécu comme expert, comme chercheur? Ah oui, oui, ah oui, oui, parce que comme je travaille sur des questions liées au rapport ethnique, liées aux signes religieux, j'étais associée à la commission Bouchard-Taylor, j'ai fait des rapports
Et donc, depuis des années, ça fait 25 ans à peu près que je travaille sur ces questions-là, racisme, discrimination, et je vois un niveau d'intolérance beaucoup plus grand et de libération de la parole, donc comme s'il y avait eu une ouverture au discours raciste à travers les débats publics, parce que les gens, on les a beaucoup interrogés, questionnés, on a demandé l'opinion des gens. On se souvient, à l'époque, Bouchard-Taylor, il y avait la commission de consultation à travers le Québec, monsieur, madame, tout le monde qui allait se prononcer, souvent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Les droits et libertés, par exemple, c'est pas tout le monde là, qui est capable de se prononcer sur une discrimination, puis un droit et une liberté. Donc, ça a ouvert un épanchement public, si on veut. Avant, c'était juste les radios poubelles, puis il y avait des gens qui intervenaient la nuit, tu sais, pour donner leur opinion. Aujourd'hui, c'est rendu partout, donc dans les médias sociaux, les blogs, toute la mise en ligne, si on veut, de l'information, ça ouvre à cet épanchement public, finalement. Docteur Cotton, avec vos lumières de médecin psychiatre, on a l'impression, parfois on le dit entre nous, c'est comme s'il y avait eu un avant et un après la pandémie. Beaucoup de gens ont dit que la pandémie, ça a été dur sur la santé mentale, ça a été un gros facteur de stress qui est devenu, un stress aigu qui est devenu chronique, là, finalement, et qu'il y a des gens, on l'a vu parfois auprès de nos proches, qui sont radicalisés, qui avaient un discours, parfois qui sont isolés. Est-ce qu'effectivement, on peut mettre ça sur le dos de la pandémie, cette espèce de ton très haineux qu'on retrouve maintenant? Je pense que la pandémie a pu jouer comme catalyseur, mais de quelque chose qui était déjà là aussi. Et il y a aussi le fait que dans les périodes d'instabilité sociale, dans les périodes d'incertitude, ce qui est le cas d'une pandémie, parce que ça... Premièrement, une pandémie, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a toutes sortes d'impacts sociaux, sociétaux. Les gens ont tendance à rechercher des boucs émissaires dans ce genre de... C'est un phénomène social connu. Donc, je pense que dans la recherche de boucs émissaires, les journalistes, les politiciens et les communicateurs scientifiques ont écopé parce que, bon, ce sont un peu les messagers, si vous voulez, d'une part de la pandémie, les journalistes et les communicateurs scientifiques. Et les politiciens, bien, ce sont ceux qui doivent gérer la société dans un contexte de pandémie. Donc, c'est sûr que ça a amené beaucoup de ressentiment et de haine envers ces gens-là. Vous vous êtes beaucoup intéressée aux questions de l'extrême droite, la montée de ces mouvements-là, Madame Potvin, entre autres sur la Meute, hein, c'est un des groupes là, que vous avez analysé. Est-ce que la pandémie a servi d'une certaine façon de catalyseur, de point de jonction? C'est-à-dire, j'ai déjà entendu des experts parler de ça en disant, vous savez, il y avait monsieur, madame, tout le monde, un peu comme Dr Cotton le dit, là, qui a été saisi par la pandémie, des gens qui avaient peur, tout ça, mais des gens qui sont mis à réseauter et qui se sont retrouvés dans la foulée des mouvements complotistes, des fausses nouvelles, en lien avec des gens d'extrême droite. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi, finalement, on a comme dédouané le discours haineux, il s'est propagé? Est-ce que vous faites un lien, vous? Bien, je fais un lien avec, oui, l'influence de franges dans la population ou de groupuscules extrémistes, parce que ça a une influence sur certaines personnes plus fragiles, plus isolées, qui sont en recherche d'appartenance, de communauté, si on veut, là, lorsqu'il y a une fragmentation des rapports sociaux, lorsqu'ils ne sont pas impliqués dans des mouvements aussi qui donnent un sens à leur demande sociale, si on veut, leur demande politique. Et donc, ils vont chercher à s'associer à des groupes, mais il y a aussi, je dirais, un certain discours mainstream de chroniqueurs populistes qui a eu tendance moi je l'identifie plus à l'époque Bouchard-Taylor, depuis la crise des accommodements raisonnables, qui a beaucoup dénoncé les élites. Alors, dans le discours populiste, il y a beaucoup la dénonciation des élites, les élites diversitaires, les juges qui prenaient des mauvaises décisions sur les accommodements. Après ça, ça a été les élites médiatiques, donc qui appartiennent à Radio-Canada, etc. Donc, les élites, en général, il y a une image qui s'est construite dans le discours populaire, mais il y a un certain discours populiste mainstream aujourd'hui qui n'existait pas il y a 15 ans, qui était vu comme très, très marginal et qui s'est progressivement...
qui est rentré, si on veut, dans le discours, comment je peux dire, acceptable presque. Comme si on avait développé une tolérance, finalement, un genre de ton là, qui a vraiment monté en puissance et monté en agressivité, d'une certaine façon. Alors, c'est vraiment comme si notre barre de tolérance, elle avait changé. Michaël, comme président de la FPJQ, vous avez co-signé une lettre ouverte qui a été adressée, entre autres, au gouvernement Trudeau, mais dans laquelle aussi vous demandez aux policiers de changer un peu leur façon de recevoir une plainte, par exemple une plainte de journaliste, d'arrêter de regarder ça comme simplement un acte isolé, une plainte isolée, puis de commencer à regarder le portrait d'ensemble parce que vous voyez une signature, vous voyez un modus operandi dans ces discours haineux-là qui se ressemblent. Oui, en fait, c'est toujours la même chose, c'est prendre pour cible les journalistes, les insulter, d'essayer de créer un effet de meute pour essayer de les faire craquer. Donc le but, c'est d'isoler le journaliste, de le faire arrêter de travailler sur le sujet sur lequel il écrit, sur lequel il prépare des reportages. Et les policiers, c'est encore assez irrégulier. Il y a des policiers, on a eu des contacts pendant l'été avec des corps de police qui nous rassurent qu'il faut porter plainte, il faut prendre. Ils prennent les plaintes au sérieux, ils enquêtent, mais ce qu'on constate, c'est que les enquêtes peuvent être très longues. On peut imaginer que c'est peut-être par manque de ressources, que c'est par difficulté d'enquête, mais les gens sont finalement retrouvés, ils sont accusés au criminel, ils écopent de sentences. Les juges, à chaque fois, leur rappellent que les attaques contre les journalistes et contre quiconque est inacceptable, que tout le monde devrait pouvoir travailler sereinement. Mais je pense que c'est important aussi de légiférer parce qu'on peut s'attaquer à chaque cas individuel, on peut faire enquête, les accuser, ça prend énormément de ressources, mais les réseaux sociaux, les superpuissances numériques ont les moyens justement pour réguler leur plateforme. Malheureusement, ils ne le font pas parce que ce qu'on comprend, c'est que la haine rapporte énormément beaucoup d'argent. Ça crée de l'émotion, les gens interagissent, les gens répondent, ça crée du clic, ça ramène des revenus publicitaires. Donc on voit qu'il y a un désengagement, il y a un manque de volonté de la part des plateformes numériques de justement se réguler. Bon, parce qu'ils font de l'argent, finalement. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. On a vu la députée sortante, maintenant candidate du Parti libéral, Marois Risky, dire, vous savez ce qui se passe, là, ce ton-là, très haineux, avec ces menaces-là dans les réseaux sociaux, ça commence à se manifester dans le monde réel. Elle en a subi les conséquences, on connaît l'histoire. On connaît M. Ciccone, dont le local a été vandalisé. Bon, Mme Chrystia-Freeland, c'est un autre exemple aussi, quand elle était en Alberta. Où est-ce qu'on trace la ligne exactement entre quelqu'un qui est en train d'attiser le feu de la haine et quelqu'un qui a simplement un discours politique? Parfois, c'est pas toujours facile. Je voudrais vous faire évaluer quelque chose parce que ça s'est passé vers 18h20, donc avant qu'on aille en ondes. Un peu plus tôt dans notre segment, j'ai présenté un extrait de M. Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui faisait son appel au calme, donc qui était dans la foulée de ce que tous les chefs ont fait cette semaine et qui s'adressait même à ses propres militants. Mais à 18h20, voici comment il parlait à ses militants. On va l'écouter. Jamais je vais les laisser attaquer nos militants. Vous êtes aussi, sinon plus intelligents que les autres. Vous êtes du monde civilisé. Vous êtes du monde pacifique. Vous êtes des gens démocratiques. Vous êtes des gens qui avaient à cœur l'avenir du Québec. Puis vous avez le droit, vous aussi, de vous exprimer librement puis de pas vous faire insulter par personne. Vous êtes beaux, que vous n'êtes pas des édentés, que vous n'êtes pas des covidios, que vous n'êtes pas des touristes tata, que vous n'êtes pas des imbéciles, puis que vous savez ce que vous faites. Puis si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes lucide, réveillé, altruiste, puis vous pensez à l'avenir du Québec. J'aimerais faire en terminant un rapide tour de table là-dessus, parce que tout le monde fait un appel au calme, M. Duhem y compris, mais on se méfie un peu de ces discours où parfois, sans avoir un discours haineux, on peut attiser la haine. Vous décodez comment un message comme ça? Avez-vous l'impression qu'il marche sur une ligne bien mince, M. Duhem? Parce qu'il a été ciblé, pris à partie par différents chefs de parti cette semaine dans le cadre de la campagne électorale. Madame Potvin, vous en pensez quoi? Bien, écoutez, je pense que tous les partis qui se présentent démocratiquement, qui appellent au vote, etc., doivent maintenir la ligne, donc la ligne démocratique, et empêcher donc les dérapages. Et je pense que au sein du parti de M. Duhem, il a senti que la soupe était parfois chaude ou qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir tendance à déraper, ou en tout cas dans l'entourage, ou peut-être pas juste dans son parti, mais autour, ou en tout cas. Et donc, il appelle à l'encouragement, à l'empowerment des gens, si on veut, au pouvoir d'agir positivement, mais dans un espace, dans un esprit démocratique. Donc, je pense que c'est un signe aussi que les politiciens doivent faire extrêmement attention dans l'instrumentalisation politique des enjeux identitaires
qu'on a vu dans les dernières années pour plaire à un certain électorat. Et je pense que c'est une question qui va se poser aussi sur la responsabilité des politiciens eux-mêmes dans leur discours, instrumentalisant là, les enjeux identitaires, puis aussi ça joue sur le climat social et les rapports ethniques au Québec. Là. Madame Coton, docteur Coton, alors, hein, Monsieur Duhem qui dit vous n'êtes pas des ceci, vous n'êtes pas des cela. Vous voyez ça comme ça. Est-ce que c'est cohérent avec le message de l'appel au calme qu'il a fait plus tôt aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut être plus clair que ça? Je pense qu'il faut être plus clair que ça, parce que quand ils disent « vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela », c'est comme s'il reprend une interprétation que les gens peuvent avoir de la critique qu'il y a soit du mouvement complotiste ou de la critique assez massive des mesures sanitaires. Donc, je trouve que cette façon-là de faire, c'est presque de dire « regardez comment on vous regarde de haut, regardez comment on vous humilie ». Alors, c'est habile c'est peut-être habile politiquement parce que ça peut avoir l'air d'un appel au calme, mais psychologiquement, c'est plutôt au contraire de la provocation ou de l'espèce de dire, ben révoltez-vous à propos de comment on vous traite. Oui. Comment va être interprété le message, finalement. Oui. Michael, mot de la fin là-dessus. Justement, c'est de rappeler au monde que, oui, il peut faire tous les appels qu'il veut, il peut encourager ses partisans, mais au final, ce sont les individus qui ont une responsabilité eux-mêmes. La liberté d'expression n'est pas absolue. Critiquer, c'est tout à fait correct. C'est même encourager, débattre, c'est intéressant, mais menacer, harceler, insulter, il y a des conséquences à ça. Et malheureusement, une personne qui serait encouragée à y aller trop fort et qu'elle se retrouve accusée devant les tribunaux, c'est elle qui va devoir payer pour, d'un point de vue économique, en payant ses frais d'avocat, mais aussi avec les conséquences d'un casier judiciaire. Exactement. Donc, il faut faire très attention. Bien, merci à vous trois pour ce regard croisé sur ce phénomène vraiment qui a retenu beaucoup notre attention dans cette première semaine de campagne. Merci, bonne fin de semaine. Merci, au revoir.